Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, chers amis. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Ce soir, je voulais vous exposer un thème qui m'est cher, puisque c'est le thème que vous voyez ici, Soi et Lumière. C'est le titre de mon premier livre sur les relations entre la France et le Japon. Napoléon III a installé le Second Empire en 1852, définitivement. La France entame la révolution industrielle avec d'abord l'industrie de la soie, puis l'industrie lourde métallurgique. La sériciculture, l'élevage des vers à soie, les filatures, le tissage, puis la confection des produits de la soie deviennent vite la première industrie de l'Hexagone et la première place mondiale pour cette industrie. Ces produits de la soie occupent le premier rang pour les exportations de la France. Les sériciculteurs français cherchent à améliorer la qualité de leurs fils de soie, produits dans presque toutes les régions de France, mais surtout dans les régions du Midi, des Cévennes et de Lyon. Lyon, ville qui concentre aussi l'industrie de la confection des articles de soie et soieries. Ces sériciculteurs demandent aux savants de l'époque de traduire des manuels chinois ou japonais relatifs à la sériciculture. Et ici, vous voyez un livre intitulé Yosan Kiroku. En fait, c'est la traduction parue en 1848, donc si j'en traduis le titre de ce livre japonais, ce sont les notes secrètes sur la sériciculture, traité écrit par Ukaki Morikuni, paru en 1803 au Japon, à Edo, Edo étant l'ancien nom de Tokyo, et ramené en secret par Philipp Franz von Siebold, un Allemand qui a vécu au Japon. Il l'a ramené en 1828. Cet ouvrage comporte notamment 51 planches, et il est traduit en français par le docteur Hoffmann et annoté par Mathieu Bonafous. Cet ouvrage permit à la sériciculture française de faire de grands progrès en qualité. Ici, vous voyez, vous savez que la sériciculture vient de Chine, et le livre commence par une présentation de l'éducation des vers à soie dans le palais de l'empereur de Chine. Ensuite, vous avez toutes les étapes. Ici, c'est l'accouplement, bien sûr, des papillons pour que les femelles pondent les graines de vers à soie. Ensuite, vous avez le choix des feuilles de papier où on va mettre ces graines de vers à soie. Et ensuite, elles sont conservées sur ces feuilles de papier. Il y a aussi des bains froids, des œufs de vers à soie, afin qu'ils éclosent plus rapidement. Et puis, on a les premiers traitements des vers à soie. Toutes ces images, bien sûr, sont des images reproduites du livre japonais. Et là, nous avons bien sûr toutes les intervenants sont des japonaises ou des japonais. Ici, on voit la manière de faire descendre les vers qui sont sortis des graines. Et puis, donc, il y a la cueillette, bien sûr, des feuilles de mûrier. Il y a la première préparation des feuilles pour la nourriture des vers. Là, ce sont des feuilles qui ont été hachées, comme l'a expliqué Mme Motin. Ici, nous avons la manière aussi d'opérer l'encabanage, si on peut dire, des vers à soie. Alors, selon les régions, la manière est différente, elle est expliquée. Et les sériciculteurs français vont emprunter cette manière d'encabaner les cocons, les vers à soie, pour améliorer, bien sûr, la qualité de leur cocon. Là, ici, on voit la manière
de détacher les cocons de l'encabanage, et vous voyez que Sa Majesté impériale Mimichiko avait reproduit vraiment les mêmes encabanages qu'à cette époque. Ici, on a le premier, si vous voulez, dévidage des cocons. Alors, tout ce travail se fait bien sûr à la main. Et ici, nous passons également une autre manière de dévider les cocons. Et puis, bien sûr, il y a le filage. Et puis, il y a la tension des fils de soie. Enfin, je voulais terminer, je ne voulais pas vous présenter les 51 images. Ici, c'est le génie titulaire de l'industrie de la soie chez les Japonais, puisqu'il y a des cérémonies pour prier pour les bonnes récoltes de coco. On va passer un petit peu au premier rapport entre la France et le Japon, mais je vois qu'il y a ici dans la salle un grand spécialiste qui est Patrick Belvert sur ses premiers rapports, donc je suis un peu timide sur ce que je vais dire, mais disons que c'est la France qui vient officiellement à la rencontre du Japon dès 1844 aux îles Ryukyu, et puis en 1846 à Nagasaki, ici où on voit l'escadre de Cécile avec ces trois navires, la Victorieuse, la Sabine et la Cléopâtre, image disons, peinte par un peintre de Nagasaki. Je tenais quand même à dire que la France, les Français ont essayé de nouer des liens avec le Japon 10 ans avant l'ouverture officielle du Japon en 1854. Donc nous étions déjà des précurseurs. Il faut attendre finalement le 9 octobre 1858 pour voir l'envoyé de Napoléon III, le baron Jean-Baptiste Gros, ici en portrait, pour signer à Edo, l'ancien nom de Tokyo, le premier traité de paix, d'amitié et de commerce avec le Japon. En face, il y avait l'avant-dernier shogun, Tokugawa Iemochi, très jeune, et je peux vous montrer quelques images. Ici, c'est la signature de Tokugawa Iemochi, avec son sceau, et la signature du baron Gros, ainsi qu'en bas, les signatures des différents personnages importants qui ont assisté à la négociation. Mais ce qui est important, c'est que le baron Gros reçoit en cadeau. Qu'est-ce qu'il pouvait bien recevoir en cadeau? Eh bien, le shogun lui a offert des soieries précieuses pour, bien sûr, lui-même, pour sa délégation, mais aussi pour Napoléon III. Et ces soieries ont fait grande impression en France, et c'est un petit peu elles sont un petit peu précurseurs des futures relations. Le premier représentant de la France au Japon, Duchesne de Bellecourt, lui arrive à Edo le 6 septembre 1859. Vous voyez, c'est une photo assez rare, c'est une photo de photographe Dupin, qui montre Duchesne de Bellecourt armé avec son pistolet et avec son sabre, parce que nous sommes à une époque où la sécurité n'est pas tellement assurée dans la capitale shogunale. Sur le plan diplomatique, la France n'a à l'égard du Japon aucune intention hégémonique, ou encore colonialiste, ou encore, voire impérialiste. Elle suit son allié du moment, qui est la Grande-Bretagne. En revanche, sur le plan économique, la France recherche d'urgence un pays partenaire capable de l'approvisionner en un produit stratégique
pour son économie et son commerce extérieur. Vous vous en doutez, il s'agit du fil de soie, de la soie grège. Coïncidence, en effet, à la même période, une série de catastrophes sanitaires en Europe vient mettre en péril la première industrie de France. C'est la pandémie du ver à soie, avec ces deux maladies, la pébrine et la flacherie, qui détruisent entre 1855 et 1860 plus de 80% des élevages des magnaneries de France et de toute la France. Et ces magnaneries ne peuvent plus produire de fil de soie. Donc la France se voit obligée d'importer d'urgence tous ses besoins en soie grège. Et les premières dépêches du représentant de la France à Edo, donc Duchesne de Bellecourt, confirment bien que l'industrie séricicole du Japon pourra pallier à la pénurie qui sévit en France. Ainsi, les premiers Français à débarquer dans les trois ports ouverts au commerce, Yokohama, Nagasaki et Hakodate, sont les soyeux de Lyon, qui constatent la qualité supérieure de la soie grège de l'archipel comparée à celle de la Chine. On voit ici une estampe qui montre un Lyonnais achetant des balles de soie grège dans les premières maisons de commerce japonaises autorisées à vendre ce précieux produit. Alors, les maisons de commerce autorisées par le shogunat sont les suivantes. Nous avions d'abord Wakao. On voit, vous voyez au milieu, les balles de soie. On a Mitsui Bussan, donc la société célèbre, la société de commerce célèbre encore aujourd'hui. Nous avons également la société Nosawaya. C'est une étiquette de soie, mais on voit que cette maison de commerce a été fondée en 1859 et exporte des soies grèges vers la France, et cette étiquette est bien sûr écrite en français parce que le principal client était la France. Nous avons un Français, un Lyonnais, donc Louis Bourret, c'est aussi une photo du photographe Dupin, qui représente la maison de commerce Rémy Schmidt. Il s'installe à Yokohama en 1860. Il monte la première filature moderne au Japon, une filature mécanique bien sûr, qui impressionne les Japonais, faisant toujours, eux, à la main, le travail de dévidage et de filage. Voici une planche présentant les différents pliages de la soie grège selon les régions, parues en France, de manière à identifier l'origine de la soie. Ici, c'est une planche du ver à soie japonais qui résiste à toutes les maladies que les sériciculteurs de France demandent à importer en France pour régénérer leur élevage. Mais, comme vous le savez, l'exportation de ce produit stratégique est totalement interdite sous peine de mort. Au début 1864, la concession internationale de Yokohama présente ici, vous voyez en bleu, comment dirais-je, un quartier français, ce qu'on appelle ici le quai français, le plan Suhatoba, et à l'époque, la légation française était ici. Et ce quartier français est habité principalement par des soyeux de Lyon qui assurent les achats de soie grège nécessaires à l'industrie des soieries de Lyon. Le drapeau français, vous voyez, flotte sur la concession de Yokohama. On a ici aussi une photo de l'époque qui date de 1865, donc une partie de la concession de Yokohama, concession internationale, et on aperçoit, c'est la partie où il y a le quartier français.
On a donc des maisons de commerce françaises qui s'installent. Ici, c'est une estampe japonaise dite Yokohama estampe de Yokohama. Les soyeux français exportent le produit précieux en quantité de plus en plus importante vers Lyon. Le fil de soie du Japon va permettre à l'industrie des soieries françaises de maintenir sa première place mondiale. Et c'est aussi une nouvelle route de la soie qui s'ouvre par la voie maritime entre Yokohama et Lyon. Les Français présents à Yokohama impressionnent beaucoup les Japonais. Et ici, on voit un couple de Français buvant du vin. Et puis, on a le mythe de la geisha qui commence, donc grâce aux soyeux français, puisque la geisha japonaise est habillée de soieries, de kimono en soie, et le français donc, tombe amoureux, bien sûr, de la geisha. Léon Roche est le deuxième représentant de la France au Japon. On le voit ici donc, à gauche. Arrive, lui, le 27 avril 1864. Il est originaire de Grenoble et sensibilisé aux graves problèmes de la sériciculture en France. Il est aidé en tant qu'interprète par un ancien prêtre, Mermé Cachon, qui maîtrise parfaitement le japonais, et par Kurimoto Jōun, qui, on peut dire, correspond au poste de ministre des Affaires étrangères du shogunat. Et Mermé Cachon et Kurimoto Jōun étaient deux amis. Ils s'étaient connus pendant que Mermé Cachon séjournait à Hakodate en tant que prêtre. Et donc, Léon Roche va négocier avec le 14e shogun, Tokugawa Iemochi. On voit ici une séance de négociation. Je voudrais simplement vous montrer. Donc on a ici, vous voyez ici Léon Roche et ici Mermé Cachon. Alors c'est un dessin qui a été fait sur place, que j'ai retrouvé, et c'est vraiment intéressant. La seule chose, nous n'arrivons pas encore à identifier les personnes en face japonaises. Mais comment dirais-je, le but de cette négociation, vous pouvez imaginer ce qu'il a été. En vérité, c'était de demander au Japon, au shogun, la levée de l'interdiction des exportations des graines de verre à soie, pour que ces graines de verre à soie japonaises, qui résistent aux deux maladies que j'ai citées tout à l'heure, puissent régénérer les élevages des magnaneries françaises. Léon Roche, donc, réussit, si vous voulez, à convaincre ces interlocuteurs japonais de lever cette interdiction d'exportation des graines de verre à soie. Il a même demandé que ce soit des Bombix Yamanai du Japon, car c'était les plus résistants selon Louis Pasteur. Il demande également dans cette négociation l'assurance d'un approvisionnement régulier en soie grège vers la France. Comme je vous l'ai dit, la France ne produisait plus de fil de soie, et donc il fallait absolument un approvisionnement régulier pour les soieries, c'est-à-dire les usines de tissage en France et les usines de confection. Car plus le temps passait, plus les produits de soie française étaient prisés à l'étranger et les exportations augmentaient, donc le besoin en fil de soie devenait encore plus important. Des centaines de milliers de cartons de verre à soie vont être exportés donc, vers la France, avec une petite note très amicale, puisque le shogun Tokugawa Iemochi va envoyer en cadeau à Napoléon III 15 000 cartons de graines de verre à soie.
ces graines de verre à soie, nous allons les retrouver bien sûr à Lyon. Et le moniteur des soies donc, fait la publicité des graines de verre à soie du Japon qui sont arrivées directement du Japon. Donc on voit les sociétés comme Echt Lilienthal, Kaiser Siegfried qui s'occupent de cette exportation du verre à soie et des graines de verre à soie vers la France. Là encore, c'est Echt Lilienthal. Et bien sûr, nous avons, ici ce sont les messageries maritimes, mais à l'époque c'était les messageries impériales, qui vont enfin assurer, dès septembre 1865, le transport de ces deux produits stratégiques, fil de soie et graines, entre Yokohama et Marseille, remplaçant la dépendance jusque-là du transport par les navires britanniques. Donc c'est une nouvelle route de la soie que l'on voit ici, si vous voulez, de Yokohama jusqu'à Marseille. C'est la route de la soie par la mer, la route maritime de la soie. Ce sont là ici un exemple de navire qui assurait bien sûr la ligne entre Yokohama et Marseille. Voici aussi les premières étiquettes de balles de soie, c'est-à-dire le fil de soie était donc mis en plusieurs paquets dans ce qu'on appelle les balles de soie, et sur ces balles de soie on avait des étiquettes. Et cette première étiquette date de 1868, c'est les étiquettes que mettait la société Echt Lilienthal qui exportait le fil de soie. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a sur cette partie-là le numéro d'exportation, ce qui veut dire que c'est bien une étiquette qui a voyagé avec le fil de soie japonais. Le shogun Tokugawa Iemochi, si vous voulez, a cédé aux demandes françaises pour la levée de l'exportation des verres à soie et pour en même temps assurer à la France un approvisionnement régulier et de plus en plus important de fil de soie. Mais c'est un négociateur tout à fait remarquable puisqu'il demande à la France de contribuer à la modernisation du Japon en demandant en contrepartie que la France amène ses compétences scientifiques, technologiques et industrielles. Considérant stratégique les importations de soie du Japon et de graines, Léon Roche convainc facilement Napoléon III de répondre positivement aux multiples demandes du shogun Iemochi. Et c'est d'abord, si vous voulez, avec Léonce Verny et Oguri Tadamasa, le grand projet d'État de construction de l'arsenal maritime des constructions navales de Yokosuka, donc projet dirigé par Léonce Verny, dont la construction débute en 1865 et qui va se terminer en 1876. Ils vont rester 10 ans. Vous voyez, c'est un chantier extrêmement important. Léonce Verny a mis en place les premières infrastructures de cet arsenal. Donc on y voit bien sûr là, tout à droite, ce bâtiment très long qui est la corderie, mais en face, au milieu, vous voyez l'usine de métallurgie. Et vous avez en plus, bien sûr, Léonce Verny n'est pas seul, il y a 50 ingénieurs français qui vont rester pour l'accomplissement de ce grand projet. Et à Yokohama, également, va être construite la première usine sidérurgique moderne du Japon qui va produire le premier fil d'acier. Fil de soie, fil d'acier. Donc les Français amènent ici au Japon le fil d'acier.
Cette usine sidérurgique de Yokohama va devenir la célèbre société Ishikawajima Hana. À Yokosuka, extraordinaire, il y avait un village français de 450 personnes, puisque avec 50 ingénieurs, il y avait des familles et de nombreux enfants, il y avait même des grands-parents qui étaient présents. Donc vous avez un village français à Yokosuka. C'est un véritable transfert de technologie qui a lieu donc jusqu'en 1876, touchant tous les domaines de l'industrie lourde et de la chimie. Donc c'est un transfert de technologie dont a parlé mieux que moi Elisabeth de Touché dans un livre très célèbre sur justement ce transfert de technologie. Iemochi avait demandé aussi à Napoléon III de lui envoyer une mission militaire pour moderniser l'armée de terre et en même temps pour installer les fondements de l'industrie militaire, c'est-à-dire de la production de canons, de la production de fusils et de la production de poudre. Et donc cette mission militaire française, la première mission militaire française arrive en janvier 1867 et restera 1 an et demi. Elle est composée d'officiers et de sous-officiers, de l'artillerie, de la cavalerie et de l'infanterie. Et également, Iemochi a accepté l'invitation de Napoléon III pour que le Japon puisse participer pour la première fois dans une exposition universelle. Et donc, le Japon participera en 1867 à cette exposition universelle de Paris. Mais malgré sa jeunesse, Iemochi meurt subitement à Kyoto en août 1866. Et il ne verra pas arriver la mission militaire en janvier 1867, ni les 26 chevaux arabes d'Algérie offerts par Napoléon III en remerciement des cartons de graines de Verasco. Napoléon III avait choisi d'envoyer au Japon des pur-sang français pour régénérer la race chevaline japonaise qui avait des petits chevaux. Pour une cavalerie moderne, il fallait avoir de grands chevaux. Léon Roche et Tokugawa Iemochi ont installé donc entre la France et le Japon les bases de cette relation d'interdépendance. La France, premier client du Japon pour son seul produit d'exportation, la soie grège et les graines de verre à soie, soit plus de 50% de la production totale du Japon est exportée vers la France, et ceci pendant 40 ans. C'est-à-dire que cette relation d'interdépendance entre la France et le Japon va durer de 1865 jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Le troisième représentant de la France au Japon est Maxime Outré. Il arrive au moment de la restauration de Meiji, puisque Léon Roche rentre en France, et le nouveau gouvernement de Meiji, dès 1871, continue à faire appel, bien sûr, à son partenaire privilégié, la France. Dans les manuels d'histoire japonais, il est écrit, comme ça, comme une légende, que l'influence de la France disparaît au moment de l'avènement du gouvernement de Meiji, parce que la France avait soutenu le shogunat. Mais en vérité, c'est une légende, parce que c'est totalement faux, puisque cette relation d'interdépendance entre la France et le Japon, on ne peut pas la détruire. Et donc, le gouvernement de Meiji fait appel à son partenaire privilégié pour d'abord, bien sûr, continuer la construction de l'arsenal du Yokosuka. Le shogunat a eu son grand projet, disons, d'État sur la métallurgie, l'industrie lourde. Le gouvernement de Meiji, lui, veut trouver une nouvelle
industrie, et l'industrie qui est la plus lucrative pour le Japon, c'est la soie, le fil de soie, puisque c'est son premier article d'exportation. Alors là ici vous avez une photo prise par le célèbre photographe français Nadar, une photo de Shibusawa Eiichi quand il était en France. Shibusawa Eiichi est rentré du Japon après avoir participé, comme je l'ai présenté tout à l'heure, à l'exposition universelle de 1867. Il est resté 1 an, il a étudié les méthodes bancaires françaises, le capitalisme français, et il est rentré au Japon, et le gouvernement de Meiji, bien qu'il soit un homme du shogunat, l'a embauché, et il travaille en 1870 au ministère des Finances du nouveau gouvernement. Et comme il parle français et qu'il connaît bien la France, le nouveau gouvernement de Meiji, qui a décidé donc de construire une filature modèle au Japon, demande à Shibusawa Eiichi de lui présenter le français qui va prendre en charge ce projet. Et Shibusawa Eiichi contacte Albert du Bousquet, qui est un ancien membre de la première mission militaire de France au Japon, qui est interprète à la délégation de France, et Albert du Bousquet recommande la société Echt Lilienthal, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est dirigée au Japon par, ici, une personne, par Paul Brunat. Qui va prendre en charge cet énorme projet de construction de la plus grande filature du monde de l'époque à Tomioka. Voici donc la filature de Tomioka sur laquelle je vais aller plus en détail là, ensuite. Donc c'est Paul Brunat qui prend en charge le projet. Il demande à un architecte de l'arsenal de Yokosuka, Edmond Bastien, de faire les plans de la filature et de construire, si vous voulez, les bâtiments. Paul Brunat est un expert du fil de soie, est un expert aussi de la mécanisation. Donc il part en France aller chercher les machines qui vont être mises en place dans la filature. Voici une vue générale de la filature terminée, un triptyque, l'intérieur. Alors l'architecture, il y aurait beaucoup à dire, je ne suis pas spécialiste de l'architecture, mais vous voyez que c'est un espace extrêmement large et c'est la première fois au Japon que l'on réussit à construire, avec les méthodes françaises, des espaces aussi grands sans avoir de pylône au milieu de la grande salle. Pourquoi Paul Brunat a choisi Tomioka? Parce que pour une filature, il faut beaucoup d'eau. Vous savez, on chauffe l'eau et on met les cocons pour dévider le fil. Il y avait juste une rivière à côté. Il y avait également du charbon. Et il y avait également tout ce qu'il fallait pour cuire et fabriquer des briques. Voilà ici la filature en construction. Et ce qui est remarquable, c'est le premier bâtiment antisismique du Japon, puisque aujourd'hui il est toujours intact. Là, on voit ici la grande salle avec toutes les machines, vous voyez. Je vais venir en détail là-dessus. Donc des photos d'époque, juste après l'ouverture de cette filature. Et on voit donc ces machines de dévidage et de filage. Donc toutes ces machines sont venues de France. Et là, vous voyez un petit village dans le Jura, qui s'appelle Cerdon. Et à Cerdon, il y avait la cuivrerie de Cerdon, qui était tenue par
la maison Main et Fils, et c'est elle qui a fourni toutes les bassines de dévidage et les ustensiles de filage. Nous allons voir, voilà la machine et les machines qui ont été livrées par la maison Main et Fils. On voit ici le fondateur de la maison Main. Donc c'est un équipementier, si vous voulez, en termes modernes, on dirait équipementier, qui a fourni toutes les machines, près de 300 machines de cette taille ici, à la filature de Tomioka, mais également, je ne vous l'ai pas dit, la filature de Tomioka a servi de modèle pour 20 autres filatures à travers le Japon. Et ces 20 autres filatures n'ont pas été construites par Populin, mais ont été construites par les Japonais, mais le matériel est aussi venu de France, et en partie de la maison Main et Fils. Et puis la production donc, de fil de soie de Tomioka commence, et voilà la première étiquette de la production de fil de soie de Tomioka. Et on y voit écrit, vous voyez, fondé en 1872 sous la direction de M. Brunat, français. Nos produits portent toujours notre marque de fabrique. Et toute la production de Tomioka va aller vers la France. L'année suivante, en 1873, il y a une exposition universelle à Vienne, et le fil de soie de Tomioka reçoit un prix pour sa qualité. Là, alors, la filature de Tomioka est une filature d'État. Elle va être revendue 10 ans après dans le domaine privé. C'est la société Mitsui Bussan qui va la reprendre. Et la société Mitsui Bussan va la revendre 10 ans après à la société Hara Sankei de Yokohama. Et on voit ici le H qui marque l'appartenance de Tomioka à la société Hara. Donc là, c'est la nouvelle étiquette de l'usine de Tomioka, avec les libellules, le symbole de la société Hara. Les Japonais vont envoyer des élèves à Lyon étudier la teinture, le tissage. Vous reconnaissez un homme célèbre, c'est Jacquard, l'inventeur, on peut dire, du premier computer qui est le métier à tisser Jacquard, qui va être ramené en 1873 par les élèves japonais et qui va créer une révolution ici, là-bas, au Japon. Lyon étant la capitale de la soie, donc on voit ici s'installer la première succursale de la société de commerce Mitsui. Vous voyez, c'est l'agence en Europe, donc la société Mitsui ne choisit pas Londres ni Paris, elle choisit Lyon en 1880 pour s'installer en Europe, parce que le commerce le plus important entre le Japon et l'Europe, c'est bien le commerce de la soie avec la France. Je terminerai en conclusion. En conclusion, je vais faire une conclusion rapide. Je vais choisir deux images qui illustrent cette relation de lien fort entre la France et le Japon. Je l'appellerai, hier, M. Yamauchi a cité le terme japonais de Kizuna. C'est vraiment, on peut dire que c'est un lien fort, Kizuna, entre la France et le Japon, un lien d'interdépendance. Et ce que je vais expliquer, c'est que le couple impérial va se répartir les tâches. Nous voyons ici cette photo assez extraordinaire, qui est la première photo d'un empereur japonais. C'est l'empereur Meiji, le 1er janvier, inaugurant l'arsenal de Yokosuka. Une partie de l'arsenal de Yokosuka. On le voit en tenue traditionnelle, et on le voit un peu plus loin en train d'assister à une coulée d'acier. Et on a l'impératrice qui, elle, s'occupe de la sériciculture et de la soie. On la voit ici, elle est à gauche, donc c'est l'impératrice Shogen, on va parler tout à l'heure Madame Ota.
Et de dos, ici, il semble que ce soit bien Paul Brunat qui reçoit ces deux impératrices. L'impératrice Shōken visite donc la filature de Tomioka un an après la visite du l'empereur Meiji à Yokosuka. Ça se passe le 24 juin 1873. Et elle écrit plusieurs waka, plusieurs poèmes japonais, qui sont repris dans des petites estampes. Et je terminerai sur ce poème de l'impératrice Shōken, à l'issue de cette visite à la filature. Elle écrit « Le rouet qui tourne mène ce pays vers la prospérité ». Je vous remercie de votre attention.